Au Mali, le Conseil de sécurité appelle à suivre sans délai les recommandations de la CEDEAO. C'est notre premier sujet avec l'invité de ce jour. Nous parlerons aussi de l'Ouganda, présidentielle 2021. Museveni encore candidat après 34 ans de pouvoir. Et puis on ira aux États-Unis. Coronavirus, plus de 4 millions 28 000 personnes infectées par le virus. C'est tout cela avec Maître Eric Emmanuel Sosa. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Samuel Niaoui. D'abord, le Mali. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé lundi sa profonde préoccupation au sujet de la situation politique au Mali et a appelé toutes les parties à suivre sans délai les recommandations de l'Afrique de l'Ouest. Les membres du Conseil de sécurité ont exhorté les parties maliennes à suivre ces recommandations sans délai afin de surmonter les tensions, de donner la priorité au dialogue et de s'abstenir de tout acte susceptible d'alimenter les tensions et de menacer l'état de droit, selon donc un communiqué des Nations Unies. Mais tout ça, on le voit donc, ces recommandations des 15 chefs d'État à l'issue du sommet de lundi ont reçu l'assentiment de l'ONU. Il n'en tient désormais qu'à la contestation de pouvoir les accepter. Écoutez, oui, je me demande ce que l'ONU vient bien faire dans cette affaire-là. Les crises répétées et multiformes auxquelles le Mali est confronté sont connues depuis longtemps. Quelle a été la contribution de l'ONU dans leur résolution? Vous en avez identifié certains qu'on peut citer comme étant des actes posés par l'ONU qui ont contribué de façon décisive au retour de la paix, et la paix sociale et la paix civile au Mali. Il y a quand même une mission de casque bleu actuellement au Mali. Oui, alors la mission de casque bleu, elle est pas actuellement, elle a toujours été là, depuis toujours. N'est-ce pas? Depuis le début de la crise, elle a été là. Est-ce que sa présence a été dissuasive? Est-ce que sa présence a changé quelque chose? On voit encore tous les jours des Maliens civils ou militaires mourir malgré la présence des casques bleus. Donc ça veut dire que les casques bleus, ce n'est pas la panacée. Oui. Je dis pas qu'on les enfonce comme du carton-pâte, mais parfois c'est un peu l'impression qu'on a. Parce que ils sont sur le terrain d'opération depuis de longues années, mais on n'a pas l'impression que eux enregistrent des succès. La plupart du temps, eux enregistrent des morts. Donc on est bien aidé à avoir les casques bleus. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc non, il faut quand même que les gens comprennent quelle est la donne actuelle à Bamako. C'est pas parce que le Conseil de sécurité va lancer des oukases que la rue malienne va tout de suite, comme ça, comme un seul homme, se réunir et dire: ah, mais maintenant que le Conseil de sécurité l'a dit, les amis, il faut qu'on soit plus sérieux, il faut qu'on se calme, parce que sinon, quoi? Ça a aussi un côté peut-être un peu dissuasif parce que... Il dissuade de quoi? Dans la mesure où c'est la CEDEAO qui a fait des recommandations... Qui ne sont pas acceptées. Bien sûr. Justement, la contestation ne les accepte pas. Oui. Quand ça monte au niveau de l'ONU, on peut vouloir se mettre à dos la CEDEAO, mais pas forcément... Pardonnez-moi d'être trivial. Tu parles. L'ONU, et alors c'est toujours comme Staline. Combien de bataillons? Combien de bataillons? Ils ont les casques bleus. Ils n'ont qu'à courir après les terroristes, ils n'ont qu'à les arrêter. Comme ça, on saura que, maintenant, quand l'ONU est là, la donne change. Ça n'a rien changé du tout. Ils augmentent le nombre des casques bleus, ils les retirent. Certains sont fatigués d'attendre que quelque chose se passe, il ne se passe rien. D'autres font la guerre en salon. Les grands galonnés de l'ONU, ils ne sont pas sur le terrain. Ils sont à Bamako, dans leur bureau, en train de faire de la coordination. C'est comme ça ils appellent ça. Alors, on est bien avancé avec le Conseil de sécurité qui donne de la voix. Mais le Conseil de sécurité n'a qu'à convoquer Mahmoud Dicko et lui dire: attention, mon gars, si tu ne fais pas ce que je dis, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et là, on saura qu'on a garçon qui va parler à la contestation. Il s'agit là aussi d'une exhortation, parce que c'est vrai que on peut comprendre les revendications de la contestation, mais si c'est une exhortation, en quoi la mission des chefs d'État de la CEDEAO n'a pas été une exhortation? C'est aussi une exhortation. Elle n'est pas plus acceptée parce qu'elle vient de la CEDEAO. Pourquoi le serait-il? Parce que maintenant c'est l'ONU qui parle. C'est bien ce que je dis, tu parles. L'ONU,
On connaît trop et on est habitué, malheureusement, à son inefficacité. Que ce soit sur le terrain militaire ou judiciaire, à chaque fois, ce qu'ils font est déroutant d'inefficacité, quoi. Et c'est la raison pour laquelle je dis, bon, mais à un moment donné, il faut quand même revenir à des normes plus concrètes et plus proches des réalités du terrain. Pas être dans le palais de verre là-bas et envoyer des missiles qui ne traversent pas l'Atlantique. Mais au moment, quand on regarde aussi du côté de la contestation, c'est vrai que les missions de la CEDEAO se sont succédées à Bamako. Elle refuse chaque fois les propositions qui sont faites. Elle n'en fait pas de meilleures non plus. Elle campe juste sur une seule revendication, la démission d'IBK. Mais la contestation, oui. Mais c'est la même chose que le Hirak en Algérie. Ils sont passés maîtres dans l'art de contester. Ils contestent, mais on ne voit rien venir de leur côté, ils ne proposent rien non plus. C'est-à-dire qu'on aimerait directement voir Mahmoud Dicko prendre les choses en main et dire que, bon voilà, il va déployer un agenda politique, et au moins on sait à qui on a affaire. Là, on a affaire à une contestation qui est en fait une coagulation de plusieurs mouvements d'humeur qui ont trouvé dans l'opportunité de cette contestation là de ces temps récents de faire valoir leurs arguments. Alors ils sont d'accord sur une seule chose, ils ne veulent plus de IBK. Tout le reste, ils sont pas d'accord. Alors si on enlève IBK, je ne suis pas sûr que le Mali est mieux gouverné parce qu'ils sont là. Ça, j'en suis quasiment certain. Le Mali ne sera pas mieux gouverné. Les djihadistes ne vont pas partir parce que, ça y est, la contestation, l'opposition à IBK est arrivée. Ouh là là, on va avoir peur, ils vont nous massacrer. Non. Il peut même arriver le pire. Attends, Sanogo, il n'a pas fait le coup d'État à ATT. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a fait qu'aggraver la crise. Il fallait laisser ATT à ce moment-là. Maintenant, tout le monde a compris que Sanogo, il est en prison, il va être jugé. Mais toujours pas encore, d'ailleurs. Ça fait partie aussi des choses que IBK n'a pas réussi à solder au cours de son premier mandat. Et du coup, bon, ça lui pend au nez. Parce que il reste quoi encore à faire de Sanogo? Il faut faire ce procès-là complètement. Il n'y a qu'à le juger. C'est pas fait. Donc, quand on accumule les carences comme ça, à un moment donné, on comprend que le peuple en a marre. Ils peuvent plus voyager comme ils veulent dans leur propre pays. Ils peuvent plus aller au marché sans avoir peur de se faire réduire en poudre. Et en plus, quand il y a des gens qui ont commis des actes qui sont identifiés comme des actes absolument répréhensibles, qu'on a arrêtés, on ne sait pas les juger non plus. Alors vous êtes là pourquoi? Ça donne un peu du grain à moudre à la contestation. Je ne dis pas que je suis partisan de cette contestation, pas du tout, hein, parce que encore une fois, c'est toujours facile de casser, c'est toujours facile de critiquer. Au Mali aujourd'hui, je plains celui qui va venir après IBK parce qu'il a intérêt à faire mieux. Sinon, si on fait dégager IBK aujourd'hui parce que la rue l'a réclamé, celui qui viendra avec un résultat moins bon que IBK, il doit passer par le même procédé. On va faire ça jusqu'à quand? Quand on est un pays en guerre, on va faire ça jusqu'à quand? C'est peut-être pour cela qu'il vaut mieux à la contestation qu'elle analyse les propositions qui sont faites par la conférence des chefs d'État. Bien entendu. Mais comme elle a à sa tête de grands démagogues et très peu d'hommes d'État, on est réduit à ça. Hein. C'est ça le vrai problème. Des hommes d'État, des hommes capables de dire voilà ce que je vais faire, voilà ce qu'il faut faire. Et aller voir celui qui est aux affaires en disant voilà, on t'apporte plutôt nos forces et nos moyens, plutôt que de te dire, toi dégage, on va s'y mettre, mais pour faire quoi? On ne sait pas, non. Comment on s'en sort finalement? Eh bien, c'est une excellente question à laquelle je n'étais pas préparé. Si je pouvais trouver une recette magique à proposer, pensez bien que je me ferais un plaisir, sans mélange, de le proposer au Mali. Malheureusement, je n'ai aucune compétence pour aller dire comment on fait pour se sortir d'une crise comme celle-là. Je connais certains des acteurs, même personnellement, mais quand il s'agit de parler de leur pays, c'est pas sûr qu'ils m'écoutent. C'est pas sûr que ce que j'ai à dire les intéresse. Donc non, malheureusement, comment on s'en sort? On se perd en conjecture.
Nous passons maintenant au second sujet, l'Ouganda, la présidentielle dans ce pays, c'est en 2021. Le président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 34 ans déjà, a été désigné mardi candidat à la prochaine élection présidentielle par le parti au pouvoir, le Mouvement de la Résistance Nationale NRM. Le président a été nommé aujourd'hui porte-drapeau du parti pour les élections générales à venir, a déclaré le porte-parole du NRM, Rogers Mulindwa. Il y a eu le désir commun au sein du parti de voir que le président soit notre candidat au vu de son immense contribution pour le pays et pour l'Afrique. On est là, Maître Sage, je vois sourire, dans ce registre commun à beaucoup de pays africains. On n'a que des hommes providentiels finalement. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que le congrès du RADP a donné, mais bon, la fumée blanche n'est pas sortie, vous ne savez pas, à l'heure où nous sommes. Non, pas encore. Bon, mais on finira par savoir. Ouais. Mais franchement, vous voyez, on est dans la gondouanaiserie totale, et c'est pour ça que je me marre. Vous savez, on ne peut même plus en pleurer parce que bon, on n'a plus de larmes, nos corps sont séchés, vous voyez, et nos yeux asséchés par la désespérance de voir que dans cette Afrique, il y a encore ce phénomène de dinosaures politiques qui pensent qu'ils sont indispensables, et des hommes politiques lâches pour dire « Ah oui, écoute, président fondateur, si t'es pas là, on peut rien faire. Si t'es pas là, on peut pas respirer. C'est toi notre oxygène, etc. » On est dans cette espèce de politicien sycophante, hein, qui toute la journée font du lèche-bot. À la fin, ils n'ont même plus de moelle épinière. Ils n'ont même plus de vertèbres. On leur marche dessus. Et après, ils vont dire quoi au peuple? Ils sont vomis par le peuple parce qu'ils sont tellement lâches, tellement inefficaces. On ne va pas me dire quand même qu'en 34 ans, Museveni n'a pas formé de cadre capable de le remplacer. On ne peut pas dire ça quand même. En Ouganda, qui est un pays fantastique. Hein? Ouganda, c'est pareil. Il y a eu Milton Obote, Idi Amin Dada, Milton Obote, et puis Museveni, et puis on est dedans depuis 34 ans. Et on nous dit encore, ah oui, or lui, il y a point de salut. Mon Dieu. Vous voyez, ça fait tellement mal, ça écœure tellement que bon, on ne sait plus comment commenter ça. C'est d'un ridicule achevé. Et vous voyez, c'est ça le problème, un des grands problèmes de l'Afrique. Nous avons malheureusement des intellectuels qui ont été récupérés par la politique parce que ils n'ont rien su faire d'autre. Et du coup, pour pouvoir manger, il faut qu'ils soient serviles. Et à force d'être serviles, ils sont tellement accrochés, vous voyez, à la substance du pouvoir que s'ils ne font pas ça, demain, pour eux, est redoutable. Alors, ils feront tout. Ils tueraient père et mère, enfants possible, si c'est possible, pour rester au pouvoir, en oubliant qu'ils obèrent l'avenir de leurs propres enfants. On est en même temps dans cette partie de l'Afrique où on a l'impression que la longévité au pouvoir leur est un peu commune, parce que vous avez l'Ouganda, vous avez le Rwanda, vous avez en tout cas tout récemment le Burundi qui malheureusement le destin a voulu autrement. Malheureusement, quand vous venez. Heureusement. C'est la mort d'un homme, donc on est obligé de... Vous savez, il y a des hommes qui meurent tous les jours, et je sais pas, on n'est pas obligé de pleurer toutes les morts. Hein. Non. Soyons sérieux, là, 2 secondes. Parce qu'à ce train-là, un salaud est un salaud, d'accord? Bon, s'il meurt, il ne devient pas un homme bien, il ne devient pas un homme de bien, d'accord? Qui repose en paix, si c'est possible, mais ça ne dépend pas de moi. Oui. Mais c'est pas, je suis pas obligé de lui souhaiter ça. On peut avoir le droit de dire qu'il aille frire en enfer. Parce que, oui, mais parce que, attendez, le nombre de gens qu'il a envoyés à de Patresse, ils l'attendent là-bas, mais pas à côté à la droite du père, non. Ils l'attendent ailleurs. Donc, il faut pas tout mélanger. Non, vous voyez, au Kenya, à côté, il y a une Cour suprême qui a eu le courage d'annuler
une élection. Au Malawi, qui n'est pas très loin, ça s'est passé encore tout récemment. Donc, non, il y a quelques spécimens, comme ça, qui sont brevetés en Afrique centrale, en Afrique de l'Est aussi, qui sont là et qui ne font pas honneur. En Afrique de l'Ouest, on a les nôtres aussi. Dans le dinosaurat, on a les nôtres aussi. Mais bon, de temps en temps, ça change. Et dans le voisinage immédiat d'un pays qui est aussi abscon, on en a qui ont un avenir prometteur et qui respectent la règle démocratique et qui ont un mode d'alternance au pouvoir et un mode d'élection, de sélection des gens qui est tout à fait sain. Et faire de la politique n'est pas une condamnation à mort. Ce qu'est encore le cas en Ouganda. Si vous faites de la politique en dehors du MNR, vous êtes en danger de mort. On voit l'un des principaux opposants, le chanteur Bobby Wine. Ok, c'est de ça que je veux parler. Vous voyez, bon, au Burundi, ça a été le cas jusqu'à ce que Ndayishimiye considère qu'on peut changer de paradigme. Bon, au Rwanda, on fait des élections. On en a fait récemment. Bon, mais Kagame a d'autres raisons de se voir décerner des satisfecits et des accessits. Donnez-les lui, mais là où il fait mal, il faut le dire aussi, ça, c'est mauvais. Mais le Rwanda est un cas spécial. Quand on voit ce par quoi ils sont passés, on espère que plus personne ne passera par là pour découvrir les vertus de la bonne gouvernance. On ne peut pas réussir tout. On ne peut pas réussir tout en même temps. Bien sûr. Mais au moins, quand sur certains plans, il y a des réussites encourageantes, il vaut mieux les encourager. Et avoir le courage de dire là où ça ne va pas du tout, ça, vous devez corriger ça parce que ce n'est pas bien. C'est ce en quoi, avec Kagame, on peut être souvent d'accord. Alors, si on concède facilement peut-être à Kagame, qui a fait plus de 20 ans au pouvoir, de continuer par être là, est-ce qu'on n'est pas aussi en droit de le concéder à Yoweri Museveni? Non, le résultat n'est pas le même. Kagame a transfiguré son pays, mais transfiguré, dans tous les sens du terme. Il a construit un Rwandais nouveau aujourd'hui. Il n'a pas fait que construire des immeubles, il n'a pas fait que construire le confort urbain, et mettre en place des systèmes éducatifs, sanitaires qui fonctionnent correctement, éradiquer, c'est difficile à dire parce que c'est une hydre qui a à chaque fois plusieurs têtes, mais il a quand même considérablement réduit la corruption dans son pays. Bon, il a une armée efficace qui protège bien le territoire et une police qui fait le job parce que le taux de criminalité au Rwanda, il est extrêmement bas. Bon, si vous me donnez ça et que je n'ai pas tous les matins 200 titres de journaux, il faut voir, est-ce que je perds au change totalement? Mais si vous me donnez 500 titres de journaux avec des rues insalubres, des quartiers inhabitables, et que vous dites, j'ai le droit de parler, d'accord? Vous voyez, on disait, la démocratie en Union soviétique, c'est ferme ta gueule, et la démocratie en Occident, c'est cause toujours, tu m'intéresses. Voilà. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. La presse est libre. Donc, c'est démocratique. Mais dans le mode de fonctionnement de l'État, il y a des carences partout. Quand vous avez des routes qui sont mal faites, il n'y a personne qui répond. Il n'y a personne qui est comptable de quelque malfaçon que ce soit. Les hôpitaux, il n'y a pas de médecins, ou les infirmiers sont plutôt au bar, au lieu d'être auprès des malades, mais personne ne dit rien. Parce que, bon, il n'y a personne pour dire quelque chose. Si vous avez ça, vous n'avez pas non plus de démocratie. Alors, vous voyez, à chaque fois, il faut savoir quelle est la péréquation voulue et nécessaire. Mais on ne peut pas tout avoir non plus. Aux États-Unis même, ça marche pas si bien. Hein. Attention, ils ont un système de santé, on va y venir tout à l'heure, qui est calamiteux, qui est en train de s'effondrer. Mais c'est une merveilleuse démocratie. Bon, on aimerait avoir au moins la moitié du 10e de ce qu'ils ont. Et on commencera déjà à penser à autre chose. Mais nous, non. On est dans nos gondouanaiseries. Et
Oui, mais si on fait le bilan, en fait, ces pays qui sont aujourd'hui, qui ont toutes les vertus de la démocratie, sur le plan développement, c'est pas tout à fait ça non plus. Qu'est-ce qu'on peut critiquer à ces pays où des chefs d'État durent au pouvoir? Oui. Alors, c'est bien ce que je dis. Les chefs d'État durent au pouvoir. J'ai déjà donné cet exemple. Si j'étais un citoyen émirati et que j'étais domicilié à Dubaï, j'ai aucune chance d'élire mes souverains. Donc, ils sont là à vie. Oui. Mais quand vous allez à Dubaï, que vous voyez que, enfin, je sais pas, il y a un taux de criminalité qui est quasi égal à zéro. Quand vous prenez la compagnie aérienne nationale, c'est un joyau de confort et de propreté. Vous y avez des choses que vous n'avez pas dans des compagnies américaines ou européennes. Et que vous allez dans les hôpitaux, vous avez les meilleurs médecins qui viennent du monde entier pour venir faire le job. Dans les écoles, Harvard a une filiale, un campus à Dubaï. Vous allez à Abu Dhabi, Yale a un campus. Comment? Qui dure au pouvoir, s'il me donne ça, c'est déjà quelque chose. Je peux toujours réclamer plus, mais au moins j'ai ça. Donc, bon, quelque part, j'aurai une propension moindre à contester son pouvoir. Il me protège, il me permet d'avoir la garantie d'être bien soigné, d'être bien éduqué, et peut-être aussi de bien manger. Oui. Attendez, quand j'ai ça, on peut demander à Dieu de faire le reste. C'est ça le vrai problème. C'est pas la question qu'ils durent, c'est ce qu'ils font du pouvoir qui pose problème. C'est pour ça que je dis, je nuance toujours quand il s'agit de Kagame. Je suis pas un grand fan inconditionnel, non, pas du tout. J'ai de l'admiration avec des réserves. Et mes réserves, je les exprime. Mais ça reste quand même un chef admirable. Oui. Si on avait, écoutez, si on a 5 Kagame, l'Afrique aussi sera transfigurée. 5 leaders comme Kagame. Le dernier sujet, c'est les États-Unis. Là-bas, nous parlons du coronavirus. 4,28 millions de personnes infectées. Les États-Unis ont enregistré lundi 27 juillet un peu plus de 57 000 nouveaux cas de contamination au coronavirus en une journée, avec plus de 679 morts supplémentaires. Hier, mardi, par exemple, plus d'1 millier de morts ont été enregistrés selon un décompte de l'université Johns Hopkins. Le bilan journalier, donc, légèrement en hausse par rapport à ceux enregistrés ces derniers jours. Est-ce que ce fort bilan, M. Sousa, a, j'allais dire, des ramifications dans la position que prennent les plus hautes autorités de ce pays? C'est-à-dire si le bilan est corrélé avec l'action politique, incontestablement. Que voulez-vous? Pourquoi voulez-vous qu'on nuance lorsque on a un président qui normalement est le capitaine à bord du navire, a des décisions qui sont erratiques, qui changent tous les jours, qui lui-même ne comprend pas très bien. Un jour, il préconise qu'on s'ingère de l'eau de Javel et que ça suffira à faire le boulot. On aurait voulu le prendre pour cobaye. Bon, enfin, personne n'a proposé cela, mais c'est par là qu'il fallait commencer. Et si ça lui réussit, alors à ce moment-là, ça réussira aux autres Américains. Non, soyons plus sérieux. C'est catastrophique. Et oui, c'est vrai que la responsabilité lui est imputable. Mais apparemment, il ne l'entrevoit que à l'aune des élections à venir. C'est ça qui est dangereux. Vous voyez? Et là encore, on a la démonstration que nous n'avons pas un homme d'État à la tête des États-Unis. Nous avons, je sais pas, un énergumène, quoi, qui est sorti des tréfonds de l'inconcevable et qui est devenu président de la plus grande puissance du monde. Bon, s'ils ont un système démocratique qui permet cela, qu'est-ce que vous voulez?
Le peuple a parlé. Encore faut-il, dans ce cas-là, dire quel peuple. Mais bon, le peuple a parlé. Qu'est-ce qu'on a à dire? Rien. On subit. C'est la première puissance, vous l'avez rappelé, première puissance économique, première puissance militaire. Oui. On aurait peut-être aimé voir ce pays-là avec des infrastructures sanitaires qui soient d'une capacité illimitée, mais on se rend compte que ce virus révèle les failles dans ce système sanitaire. Oui, nous avons un système sanitaire qui est parmi les plus friables du monde. Vous voyez, avec tout l'argent qu'il y a, avec tous les cerveaux qu'il y a, et la technicité vraiment de haut niveau que les médecins américains ont atteint, on a quand même dans ce pays du mal à contenir la pandémie du coronavirus. C'est paradoxal, hein? C'est pas les moyens qui manquent, c'est pas l'argent qui manque, mais c'est l'action politique qui est défaillante et qui est en déphasage total avec les réponses que la science peut proposer. Vous voyez, il a des conseillers en santé, mais il les bâillonne. Tous les matins, c'est lui qui parle, ce sont ces tweets qu'on doit lire d'abord, et quand le conseiller parle, bon, à midi, il va neutraliser complètement ce qu'il a dit, il n'avait qu'à se taire, pourquoi il a parlé? Non mais c'est un olibrius qui défie, je sais pas moi, tous les superlatifs. En même temps, pensez qu'ils sont capables aujourd'hui de tirer des leçons de ce que cette pandémie leur fait subir? Les Américains? Oui. Il y en a qui sont encore en train de croire dur comme fer que c'est un virus qui vient de Chine et que Monsieur Trump va les en délivrer. Et quand dans certains États, les maires disent masque pour tout le monde, un ami de Trump qui est gouverneur dira non, moi je suis contre. Il n'y a aucune cohésion. Ça part dans tous les sens. C'est sauf qui peut. On confine dans une ville, on confine pas dans l'État. C'est l'anarchie. On est dans un État qui est proche de l'anomie. Et ça révèle la gouvernance calamiteuse de Monsieur Trump. Et, vous savez, j'ai jamais été un grand fan. Depuis la première minute, j'ai été contre ce monsieur. Et tout ce qu'il fait démontre que j'ai raison. Maître Sosa, merci. Nous passons maintenant à la pause et regard croisé après le journal.